Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, accrochez-vous, car l'épisode 1178 d'Ici tout commence, diffusé ce lundi 19 mai 2025, est un véritable concentré d'émotions brutes, de tensions dramatiques et de révélations qui vont secouer l'Institut Auguste Armand jusque dans ses fondations. Marc Leroy touche le fond. Après un accident sous alcool, il frôle le drame. Honte, silence, bouteille à la main, mais au dernier moment, un cri de son fils, et la bouteille explose contre le mur. Un geste désespéré, un lien père-fils suspendu à un fil. Il avoue tout à Jim, le chantage de Paul, sa rupture avec Rose, pour protéger son fils. Mais à quel prix? Ce n'est plus un homme. C'est un survivant qui se présente au combat des chefs, les mains tremblantes, l'esprit hanté. Pendant ce temps, à l'Institut, le concours démarre, mais une tension sourde s'installe. Marc hérite d'une caille crue, les juges sont sévères, les notes tombent. Et lui? Il s'effondre avec un 8 sur 20. Stanislas serre la vis, la chambre froide est verrouillée. Les produits nobles rationnés. Olivia et Claire grondent, Tessier tranche. C'est la guerre froide dans les cuisines. Côté coloc, c'est le chaos. Le t-shirt fétiche de Solal devient rose et minuscule. Et au milieu de tout ça, Zoé accepte enfin de se battre contre ses doutes. Un épisode à fleur de peau, où chaque personnage se confronte à ses limites. Alors si vous voulez tout savoir sur cette journée explosive à l'Institut, restez bien avec nous, abonnez-vous. Activez la cloche et c'est parti pour le résumé complet. Dans la cour de l'Institut, l'atmosphère est pesante. Marc est assis seul sur un banc à l'écart de l'Institut, le visage blême. Le regard vide. 3 grammes d'alcool dans le sang. Un accident. Un choc qui aurait pu être fatal, pour lui ou pour quelqu'un d'autre. Il le sait. Et cette fois, plus personne ne pourra prétendre que tout va bien. Jasmine, qui s'est occupée de faire remorquer la voiture et d'anticiper la suite, s'approche calmement. J'ai géré le garage. T'auras une voiture de location en attendant? Marc ne répond pas. Il reste là, brisé, humilié. Le mot « merci » ne sort même pas. Il sait qu'il a frôlé l'irréparable. Il aurait pu tuer. Il aurait pu tout perdre. Et quelque part, il a déjà tout perdu. Pendant ce temps, l'Institut s'agite autour de la grande préparation du tournage du « Combat des chefs ». Les caméras arrivent. Les techniciens s'installent, les élèves frétillent. Clotilde, Olivia et Marc sont les 3 figures centrales de cette épreuve à haute tension. Mais l'ambiance est glaciale. Marc, malgré tout, se présente. Il sourit, il se redresse, il joue la comédie pour sauver les apparences. Mais derrière ce masque, tout le monde devine la faille béante. Et cette caméra qui va le filmer, c'est peut-être le miroir le plus cruel. Un peu plus loin, Rose croise Paul. Il l'attend, patient, toujours aussi attentionné. Elle prend une grande inspiration. Puis lâche, d'un ton doux mais sincère. Je tiens vraiment à toi, Paul. Vraiment. Il sourit, espérant entendre ce qu'il attend depuis des semaines. Mais Rose poursuit. Les yeux un peu tristes. Mais la rupture avec Marc, c'est encore trop frais. J'ai besoin de temps. Le visage de Paul se ferme légèrement, sans colère. Mais avec cette ombre de déception qu'il cache à peine. Et dans le silence qui suit, une vérité s'impose. Marc a tout gâché, mais il est encore partout. Dans les cœurs, dans les têtes, dans les regrets. Et personne n'en est vraiment sorti indemne. Dans la salle vide du double A, Marc, les traits encore tirés, s'assoit face à Jim et Jasmine. Il prend une profonde inspiration. Puis laisse tomber la vérité comme un poids trop longtemps porté. Il faut que je vous dise la vérité. Paul m'a fait du chantage. Il m'a obligé à rompre avec Rose en échange de son aide pour te sortir d'affaire, Jim. Le silence est brutal. Jim blêmit, bouche entr'ouverte. Jasmine baisse les yeux, bouleversée. T'as rompu avec Rose, pour me protéger? Marc hoche la tête, incapable de soutenir son regard. J'ai tout gâché. Mais je pouvais pas te laisser tomber.
Pas encore. Jim se lève d'un bond, furieux. Je vais me le faire ce bâtard. Non. Mark se redresse aussitôt, le ton ferme. Laisse tomber, Jim. Il est prêt à tout. Si tu ripostes, il te fera replonger. Tu risques trop gros. Jim serre les poings, tremble de rage, mais se rassoit lentement, la gorge nouée. Une colère impuissante. Mais un lien s'est rétabli. Fracturé, certes. Mais vivant. Un peu plus tard, Mark souffle longuement et regarde son fils droit dans les yeux. Je vais faire la compétition. J'ai besoin de ça. Cuisiner, c'est encore la seule chose qui me raccroche. Même si ça va être compliqué, je sais que ça peut me faire du bien. Jim ne dit rien, mais dans son regard, plus de mépris, plus de rejet. Juste une forme de respect, douloureux et silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, Mark ne se sent plus complètement seul. Il reste brisé, mais il a choisi de se relever. Et de se battre là où il est encore vivant, en cuisine. Dans le bureau administratif, Stanislas s'est penché sur un amas de factures et de bons de livraison. Il remplace Antoine temporairement à la gestion de l'institut, et ce qu'il découvre le laisse perplexe. Saint-Jacques, Saint-Pierre, foie gras. Truffes, mais ils font un menu de gala tous les jours ou quoi? Il se redresse, visiblement agacé, et note rapidement quelques chiffres. Puis, d'un ton ferme, il convoque une réunion avec l'équipe pédagogique. Quelques heures plus tard, dans la salle des profs, Stanislas expose sa décision devant les chefs et responsables pédagogiques. Les entraînements quotidiens ne peuvent pas continuer à vider le budget. À partir d'aujourd'hui, tout usage de produits d'exception devra faire l'objet d'une demande formelle à la direction. Olivia fronce les sourcils. Ce sont des produits nobles, ils font partie de l'apprentissage. Stanislas reste inflexible. Je ne dis pas qu'on les supprime. Mais on va rationaliser leur usage. On ne cuisine pas du turbo comme on prépare des pâtes. Et pour appuyer ses propos, il annonce une nouvelle mesure. La chambre froide est désormais fermée à clé. Seuls les chefs référents auront accès à son contenu. Les murmures commencent à fuser. Certains élèves, à l'écoute depuis le couloir, froncent déjà les sourcils. La cuisine de haut niveau reste un art, mais Stanislas entend bien y imposer des limites très concrètes. Et cette nouvelle rigueur financière risque de raviver plus d'une flamme, dans les casseroles comme dans les esprits. Ce matin-là, l'ambiance est légèrement électrique chez les Lano. Solal, en stress total à l'idée de son examen avec Alice, débarque à l'appartement, déterminé. Je viens juste récupérer mon t-shirt porte-bonheur. Je l'avais laissé ici la semaine dernière. Zoé et Inès échangent un regard gêné. Ouais, alors, petite info importante. Solal ouvre la porte de la buanderie. Cherche un instant, et découvre son fameux t-shirt blanc transformé en un petit vêtement rose pâle, rétréci façon crop top. Qu'est-ce que... C'est une blague? Zoé tente de désamorcer la bombe avec humour. Il est, toujours aussi, unique. Mais Solal reste figé, catastrophé. Il est devenu rose. Et il a rapetissé. C'est mon porte-bonheur. Je peux pas passer l'examen sans lui. Zoé, sans ciller, désigne Lionel qui vient de sortir de la douche. C'est lui. Il a lancé une machine sans trier. Il a foutu ses chaussettes rouges avec ton t-shirt. Lionel, les cheveux encore humides, proteste en enfilant son t-shirt. Pardon. C'est toi qui m'as dit de la lancer parce que t'avais pas le temps. Zoé lève les mains, faussement innocente. Bah t'as quand même appuyé sur le bouton, non? Solal, lui, est déjà en train de tendre désespérément le tissu pour le remettre en forme, murmurant. Allez, magie, reviens. Et dans ce chaos textile matinal, une chose est sûre. Le vrai examen commence déjà bien avant d'entrer en cuisine. Dans l'amphithéâtre transformé en plateau de tournage, l'ambiance est électrique. Caméra, éclairage, murmures d'élèves excités. Le concours des chefs débute sous l'œil aiguisé de Tessier, qui prend la parole d'un ton solennel. Pour cette première épreuve,
il s'agira de sublimer un produit noble et exigeant. La caille. Un frémissement traverse la salle. Le mode de préparation, lui, sera tiré au sort. À chacun sa surprise. Tessier sort 3 petites cartes. Pour Clotilde, caille en crépine. Pour Olivia, caille farcie. Et pour Marc? Il sourit légèrement, presque ironique. Caille crue. Un silence s'installe. Marc hoche la tête, masquant sa tension. Mais à l'intérieur, la tempête monte déjà. La compétition démarre. Les 3 chefs s'activent en cuisine, entourés de leurs seconds. Caméra sur les mains, gros plan sur les découpes, les gestes, les regards. Mais Marc peine à respirer. La chaleur, l'éclairage, l'adrénaline, tout le replonge dans un état fébrile. Ses mains tremblent légèrement. La sueur perle à son front. Puis, son regard croise celui d'Olivia, concentrée sur sa préparation. Elle ajoute délicatement un filet de cognac dans sa farce. Le bruit du bouchon, l'odeur de l'alcool dans l'air. Marc se fige. Un flash. Une tentation. Sa gorge se serre. Il ferme les yeux une seconde. L'envie de boire le traverse comme une vague brutale. Il serre les dents, se tient au plan de travail. Tente de se raccrocher à ses gestes, à sa technique. À ce qu'il lui reste. Autour de lui, tout semble s'accélérer. Mais lui est figé dans une lutte silencieuse, invisible pour les caméras. Mais violente. Car pour Marc, le vrai combat aujourd'hui n'est pas contre Clotilde ni Olivia. C'est contre lui-même. Et il sait que le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Fin de la première épreuve du concours des chefs. Les assiettes sont dressées, les regards sont lourds de tension, les juges s'avancent. Alice et Tessier prennent leur temps, goûtent. Échangent brièvement, mais leurs visages ne trahissent rien. D'abord, Clotilde. L'assiette est élégante, maîtrisée. Alice hoche la tête, Tessier reste impassible, puis annonce. 15/20. Clotilde esquisse un sourire discret. C'est une belle entame. Vient le tour d'Olivia, qui attend, droite mais tendue. 13/20, annonce Alice. Bel équilibre, mais manque de prise de risque, ajoute Tessier. Olivia encaisse, digne, mais on sent la frustration pointer. Puis, le silence. Tous les regards se tournent vers Marc, figé. Les mâchoires serrées. Il sait. Il a senti. Son plan n'était pas à la hauteur. Mais il espère encore un miracle. 8/20. Le coup près tombe. Le choc est immédiat. Des murmures parcourent la salle. Certains élèves détournent le regard. Marc, lui, reste droit, mais son regard se trouble. Il serre les poings derrière son tablier. Quelques instants plus tard, Tessier le rejoint en coulisses, le regard noir. Si tu veux pas te foutre la honte devant tout l'institut, ressaisis-toi. Parce que là, t'es en train de creuser ta propre tombe. Marc ne répond pas. Il encaisse. Encore. Demain, c'est la seconde épreuve. Mais pour lui, le vrai défi ne sera pas dans l'assiette, il sera dans sa capacité à tenir debout. À relever la tête. Ou à tout laisser s'effondrer. Dans la salle des profs, l'ambiance est glaciale. Claire s'avance d'un pas décidé vers Stanislas, qui trie calmement des documents administratifs sur une tablette. Tu veux vraiment qu'on limite l'accès aux produits nobles comme si on dirigeait une cantine de lycée? Stanislas relève les yeux, imperturbable. Non. Je veux juste qu'on arrête de cuisiner du Saint-Pierre et de la truffe tous les mercredis comme si le budget de l'institut était illimité. Les factures sont trop élevées, Claire. On est en déficit de stock, pas dans un palace. Claire croise les bras, agacée. Les élèves ont besoin de travailler les produits d'exception pour viser l'excellence. On ne forme pas des cuisiniers du dimanche. Tessier, silencieux jusqu'alors, s'avance, l'air plus intrigué que contrarié. Et pourtant, il a pas tort. Claire se tourne vers lui, surprise. Sérieusement, Emmanuel? Tessier hausse les épaules, pragmatique.
Rationaliser, ce n'est pas brader la pédagogie. Si les élèves veulent mériter la truffe, qu'ils le prouvent. Et s'ils ne sont pas capables de sublimer une carotte, alors ils ne méritent pas mieux. Claire reste figée, contrariée mais consciente qu'elle est minoritaire. Stanislas, lui, esquisse un mince sourire. Il sait qu'il vient de gagner une bataille discrète, mais décisive. Et à l'Institut, chaque décision sur les stocks peut vite devenir une guerre d'influence. Dans un coin tranquille du parc, Amy retrouve Lionel, visiblement préoccupé. Il jette des regards vers l'entrée du bâtiment, le cœur ailleurs. Zoé, elle est à bout. Amy fronce les sourcils. Elle a pleuré, non? Je l'ai croisée, elle semblait vraiment pas bien. Lionel hoche la tête, soupirant profondément. Ouais. Elle est en plein stress avec les examens qui approchent. Je crois qu'elle fait une vraie crise de syndrome de l'imposteur. Il baisse la voix, un peu coupable. J'ai même dit à Amy qu'elle faisait une dépression, juste pour éviter une dispute. J'étais en retard à un rendez-vous avec elle, j'ai paniqué. Je voulais éviter une crise de couple. Amy l'observe, touchée malgré elle. C'était pas très fin. Mais, t'as dit ça parce que tu t'inquiètes. Lionel acquiesce. Il regarde vers la cuisine, pensif. Elle veut réussir, mais elle doute de tout. Elle pense qu'elle est là par accident. Plus tard dans la journée, Zoé vient voir Lionel, un brin plus calme. Elle a réfléchi. Les yeux encore humides, mais décidés. J'ai compris que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'avais ma place ici. Alors, j'accepte. Je vais faire une période d'essai. Lionel lui sourit, soulagé. Il ne dit rien. Mais dans son regard, il y a de la fierté. Et surtout, un amour fraternel solide, maladroit mais sincère. Parce qu'au fond, Zoé n'a jamais été une imposture. Seulement une fille qui ne s'autorise pas encore à croire en son talent. La maison est silencieuse, presque étouffante. Marc referme la porte derrière lui, le visage fermé. Le regard vidé de toute énergie. Il titube un peu, éreinté, les nerfs à vif. Il avance mécaniquement vers un coin discret du salon. Soulève une latte de parquet, et en sort une bouteille soigneusement dissimulée. Ses mains tremblent. 3 jours. 3 jours sans boire. Il dévisse le bouchon lentement, le regard fixe. Comme hypnotisé par ce liquide qu'il croit être la seule échappatoire. Mais alors qu'il approche la bouteille de ses lèvres, la porte s'ouvre brusquement. Papa, non. C'est Jim. Suivi de Jasmine, les yeux suppliants. Marc se fige, la bouteille à la main. Le silence est glacial. Tu tiens depuis 3 jours? Tu vas pas tout gâcher maintenant. Jim s'avance. La voix brisée par l'émotion. Je t'en supplie, pas ça. Pas maintenant. Marc reste immobile. Les yeux brillants. Il vacille. Son bras tremble. Et soudain, dans un élan de rage et de douleur, il hurle, puis lance la bouteille de toutes ses forces contre le mur. Le verre explose en éclats, l'alcool ruisselle sur le sol. Marc tourne les talons, les mâchoires serrées, les yeux rouges. J'y arrive pas. Je laisse tomber. C'est fini. Il sort en claquant la porte derrière lui. Jim s'effondre dans les bras de Jasmine, en larmes, incapable de retenir sa détresse. Elle le serre fort, la gorge nouée. Parce qu'à cet instant, ce n'est pas seulement Marc qui s'est brisé. C'est tout un lien père-fils qui vacille. Et l'écho du verre brisé résonne encore. Comme un rappel brutal que certaines batailles, même à cœur ouvert, peuvent laisser des cicatrices profondes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode intense. Bouleversant et profondément marquant d'ici tout commence. Marc le roi, brisé mais debout, a livré un combat intérieur aussi violent que silencieux. Face à ses erreurs, à ses démons, il a tenté de se raccrocher à ce qu'il lui reste, la cuisine, et l'amour blessé de son fils. Mais à quel prix? Un 8/20, un regard vide. Une bouteille brisée, et l'amère sensation d'avoir tout gâché. Pendant ce temps, l'Institut entre dans une ère de tension, restriction des produits, querelle pédagogique.
Et premiers éclats du combat des chefs. Sans oublier Zoé, qui, malgré ses doutes, a décidé de ne plus fuir et de prouver qu'elle mérite sa place. Si cet épisode vous a touché autant que nous, pensez à liker, commenter et vous abonner. Dites-nous en commentaire, Marc peut-il encore se relever? Paul paiera-t-il pour son chantage? Et Zoé saura-t-elle enfin croire en elle? On se retrouve très vite pour le prochain épisode, et croyez-moi, la suite s'annonce encore plus explosive. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur la chaîne.